Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est un réel plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année que je vous souhaite pleine, riche, entière de succès et de combats. Les succès, on ne peut les avoir qu'en combattant. Aujourd'hui, notre thématique est consacrée à l'intelligence artificielle avec une question: que restera-t-il de nous ? Depuis le combat gagné face à un joueur d'échecs humain par Deep Blue en 1997, l'intelligence artificielle basée sur des calculs mathématiques très puissants, mais des concepts finalement simples, ne cesse de se développer. Ce programme informatique extraordinaire, dont on connaît déjà les usages dans la médecine, dans la communication ou les transports, est capable de s'améliorer en apprenant, et désormais de faire de la prospective relativement efficace. Contrairement aux animaux ou aux hommes, cette intelligence non vivante, dénuée de conscience, de corps, de ressenti ou de sentiments, bien qu'elle s'en donne parfois l'illusion, rentre avec fracas dans nos vies, jusqu'à avoir une capacité d'influence sur nos propres intelligences, sur nos propres émotions ou nos représentations du monde. Les grandes entreprises mondialisées, comme les nations, s'accaparent totalement cet outil pour en faire un instrument de puissance, tandis que les juristes ou les défenseurs des droits de l'homme tentent de réguler ce système mathématique en cherchant à l'éduquer aux valeurs de la démocratie libérale ou alors, pour d'autres, en protégeant les données personnelles des usagers. Un combat qui semble perdu d'avance face à l'appétit qui se réveille chez ceux qui aspirent à la puissance en dépassant les misères de la vie naturelle humaine. Car les intelligences artificielles ont désormais leur dogme et leur héros. De David Hariri à Laurent Alexandre, pour parler de la France, les nouveaux prophètes de la religion progressiste, voire transhumaniste, qui voit dans un monde désormais totalement converti à la logique du chiffre, un moyen presque eschatologique d'accéder à une forme de divinité et de mettre mort à la mort, pour reprendre le titre d'un livre célèbre. Alors, chers amis, dans quelle mesure cet outil, puisque c'est un outil, peut-il être dompté par les hommes et les peuples aspirant à rester eux-mêmes ? Si on note une amélioration spectaculaire, on le voit des exemples à la télévision régulièrement ou sur Internet, une amélioration spectaculaire des usages techniques dans certaines disciplines grâce à l'IA, cette dernière représente-t-elle réellement un progrès partout ailleurs dans nos existences quotidiennes ? Le citoyen consommateur, particulièrement passif face à l'émergence de cette technologie assez opaque finalement, se fera-t-il grand remplacé dans son propre travail ? L'inertie propre à cette technique sera-t-elle si forte qu'elle dépassera ses créateurs humains ? Enfin, quelle place pour une forme réelle d'intelligence qui est la création restera-t-il dans ce nouveau monde ? Finalement, dans ce qui semble être un défi très prométhéen, lancé aux dieux, que restera-t-il des hommes ? Que restera-t-il des peuples, et tout particulièrement des Européens qui en sont à l'origine ? Voilà un vaste sujet. Nous essaierons de l'aborder de la plus claire possible pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément cette question de l'intelligence artificielle, avec deux invités de choix. Alors, ils sont tous les deux en visio, un d'Italie, l'autre de Roumanie. Notre premier invité vient de publier donc aux éditions de la Nouvelle Librairie dans la collection Iliade, Artificialité intelligente, qui a peur de la diffusion de l'intelligence artificielle et pourquoi. C'est Stefano Vage, qui est avocat et journaliste à Milan, et il est secrétaire national, le nom ne s'invente pas, de l'association transhumaniste italienne, et donc il travaille après les droits de l'homme ou la biopolitique sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Nous recevons également Fabien Lani, qui est auditeur Iliade de la promotion Tolkien, que nous sommes ravis d'avoir avec nous à distance dans ce studio, et qui est chargé d'enseignement à l'université de la Sorbonne, doctorant en droit financier et titulaire d'un diplôme responsable de l'éthique de l'intelligence artificielle à l'université d'Artois. Voilà pour nos deux invités, nos chroniqueurs, et Victor Aubert nous rejoindront en fin d'émission. Enfin, même s'il y en a qui viennent d'arriver dans le studio. Stefano et Fabien, merci d'être avec nous. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien, merci. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, Stefano, donc j'ai lu votre livre tout à fait intéressant, en fait, qui met les pieds dans le plat, puis qui dit finalement l'IA est là,
elle est puissante, tout le monde essaye de se l'accaparer, le minimum à faire, c'est de la comprendre, c'est d'en mesurer en tout cas les enjeux. On ne peut finalement pas s'en détourner. Alors, vous parlez dans le même temps d'une espèce de bulle médiatique dans laquelle on se retrouve, une sorte de mode finalement. Beaucoup de personnes parlent de l'IA sans toujours bien la comprendre ou la connaître, avec un affrontement qui, selon vous, est un petit peu factice entre les technophobes et les technophiles. Et finalement, peu de gens qui réfléchissent à comment aborder l'IA politiquement. Alors, la vraie question, enfin la première question que je voudrais vous poser, Stéphane Ovage, c'est est-ce qu'il reste réellement, pour des peuples politiques, une marge de manœuvre face à l'IA, ou est-ce que finalement cette super intelligence mathématique est capable de nous entraîner et de faire de nous finalement des lapins pris dans les phares d'une voiture? Est-ce qu'on peut encore garder le contrôle face à cette intelligence artificielle? Il y a une première réponse à un niveau plus simple, plus basilaire, c'est-à-dire que le fait de refuser ce qui va être développé sur le plan technologique, d'ailleurs avec beaucoup de retard vis-à-vis de promesses qui nous avaient été faites par la science-fiction, même par la futurologie. Le fait de refuser cette nouveauté, cela nous condamne à faire la fin des sociétés froides, des sociétés qui n'ont pas accepté la révolution néolithique, ou dans la meilleure des hypothèses, à être marginalisées, un peu comme les Amish aux États-Unis. C'est-à-dire, il n'y a pas de politique de puissance ou même de souveraineté possible que si nous nous donnons les moyens de nous protéger et de nous épanouir dans un monde qui est en devenir. Et cela, c'est déjà une réponse, car la vraie question, c'est que faut-il en penser, c'est-à-dire que faut-il en faire? Parce que là, la liberté historique de l'homme importe que il n'y a pas de chemin qui soit obligatoire, qui soit prédéterminé, mais bien au contraire, il va y avoir un conflit entre vues du monde pour ce qui concerne la façon de laquelle ces nouvelles technologies seront mises à l'œuvre, seront mises en place et seront asservies à un but quelconque, un but qui va être choisi de façon politique, philosophique, esthétique même. Donc, et là, il y a une réflexion assez ancienne. Il y a 40 ans, il y avait déjà, par exemple, Yves Christin, qui est un ancien collaborateur de Nouvelle École ou du CRES, qui se posait déjà exactement les mêmes questions. Ou encore, il y avait Guillaume Fay, qui a développé très tôt une réflexion sur les sujets de l'intégration culturelle dans la culture européenne, de l'esprit faustien, qui exactement est l'une des caractéristiques distinctives de notre propre identité. Alors, ce n'est pas, oui. Ce que vous dites, ce n'est pas seulement l'idée de faire bon visage à mauvais jeu, mais bien au contraire de revendiquer ce qui a toujours été une spécificité de la culture européenne, qui a toujours été depuis le début une culture prométhéiste, une culture faustienne, une culture où rester ce que l'on est, cela signifie surtout devenir ce que l'on est. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y va y avoir un conflit entre vues du monde, entre conception du monde, entre un conflit d'intérêts, de défense d'intérêts entre différentes parties, pour finalement prendre possession de cet outil. Et ce que vous dites dans le même temps, c'est que cet outil, ou cette grosse calculette surpuissante qu'est l'IA, vous dites un petit peu comme les libéraux anglo-saxons, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, on n'a pas le choix, c'est
le monde, ce sera avec l'IA et c'est tout. On est obligé finalement de s'y conformer et comme l'IA va s'imposer à nous, il faut maintenant prendre possession de cet outil. Nous n'avons pas le choix et il n'y a pas d'alternative. En réalité, il y a une illusion libérale, occidentale, humaniste, exactement d'utiliser ce genre de technologies pour achever la fin de l'histoire, pour prévenir des développements et du changement ultérieur. Et là, la manie du contrôle et l'insistance de la part du pouvoir culturel en place sur le contrôle de ces technologies signifie exactement qu'il faut en prévenir la diffusion sur le plan international et sur le plan social, parce que sinon, autrement, les systèmes du pouvoir en place pourraient être déstabilisés. Et là, l'idée, ce serait d'utiliser la technologie. Il y a les technophobes, bien sûr, il y a les néoprimitivistes et tout cela. Mais disons que la plupart du pouvoir culturel en place fait des efforts et met en place une réflexion ayant pour but l'idée d'utiliser la technologie pour contrôler la technologie et pour réprimer sa diffusion, pour éviter qu'elle puisse tomber entre de mains mauvaises qui pourraient l'utiliser pour des projets différenciés, des projets de puissance, des projets axés sur les devenirs historiques et sur l'identité collective des différents peuples. Et cela, c'est un peu une illusion, mais dès que l'histoire, comme disait Giorgio Locchi, reste ouverte, c'est aussi une possibilité, parce que bien sûr, les instruments de la technologie peuvent être utilisés pour réprimer le développement ou l'utilisation ultérieure de cette même technologie et pour stabiliser les systèmes en place. Notre pari, je crois, que devrait être exactement le contraire. Et par exemple, en s'appuyant sur la potentialité de ces nouvelles technologies d'abolir de façon substantielle tout genre de censure, de permettre une circulation plus facile des idées et de, en effet, engendrer des développements divers, des développements qui ne seront décidés que par des sensibilités spécifiques à chacun peuple. Je vais passer la parole à Fabien Lani. Donc, Fabien, lui, qui en partie dans son métier et puis dans sa formation réfléchit justement à contrôler, puisque il s'agit de vous parler, Fabien, vous d'éthique. Donc, on imagine que vous essayez de brider finalement cette intelligence artificielle, puisque elle est nourrie, elle est éduquée, cette intelligence artificielle, tandis que Monsieur Vage, lui, dit non, tout ça est une illusion des humanistes, ou vous appelez ça dans votre livre l'humanisme politiquement correct. Là, vous parlez des primitivistes quasiment. Il faut une liberté débridée pour cette intelligence artificielle et finalement, on verra un petit peu ce qu'il advient. Fabien Lani, quel est votre sentiment sur cette première partie de discussion ? Ce qui est intéressant, c'est avec ce que vous appelez, Romain, l'humaniste débridé. En réalité, c'est un petit peu le chemin que prend l'Union européenne parce que elle veut réguler l'intelligence artificielle. C'est un mot qui est sur toutes les lèvres, faire de la régulation. Aujourd'hui, que les auditeurs comprennent un petit peu, en l'état actuel du droit, il y a un instrument européen, un règlement européen, l'IA Act, qui est un instrument contraignant, donc qui est un instrument juridiquement applicable, qui est entré en vigueur, qui a été un petit peu dessiné par Madame van der Leyen depuis plusieurs années, et cet instrument en fait s'appuie sur des principes éthiques fondamentaux. Assez abstrait. Il faut que l'intelligence artificielle réponde aux droits de l'homme, soit conforme avec des grands principes de non-discrimination.
Donc on aboutit à des catégories d'IA qu'il faut réglementer. Sauf que tout ça c'est finalement assez abstrait, assez flou. On va vers des idées de comment gouverner, comment avoir des bonnes pratiques. Et en fait, si on fouille un petit peu, on se rend compte que cette réglementation qui est en train d'être mise en place pour l'IA ne va pas du tout dans le sens du service, ce n'est pas du tout au service des peuples, mais est plutôt pour nous asservir à cet instrument. C'est-à-dire de manière, par exemple, très concrète, la CNIL, qui va être l'organe français chargé de contrôler les bonnes pratiques en matière d'IA, a une interprétation assez extensive de ce que doit être une intelligence artificielle, une bonne intelligence artificielle. Elle ne doit pas discriminer, elle doit respecter les diversités culturelles. Donc pour ce qui va être intéressant, et là où on doit avoir une prise de conscience, c'est qu'on peut aller contre ce courant en comprenant le fonctionnement de l'outil et en comprenant les biais des outils d'intelligence artificielle. Donc ce que vous dites, c'est que finalement l'Europe, qui adore tout réglementer, tout contrôler, enfin l'Union européenne d'ailleurs, plutôt la technocratie bruxelloise, profite de l'émergence de cet outil pour, vous avez parlé d'asservir les gens via l'IA. J'ai pas bien compris la logique. C'est le classique, les Américains innovent, l'Europe réglemente. Sous la technologie IA qu'on présente comme révolutionnaire, pouvant faire plein de tout un tas de choses, de tâches, que ce soit au niveau de l'IA générative ou autre, sous un faux espace de liberté, parce qu'on nous présente ça comme créatif et autres, la réglementation va en réalité plutôt dans le sens des acteurs de l'IA et plutôt dans un sens où les peuples européens ne sont plus en capacité de se débrouiller eux-mêmes, d'élaborer une libre conduite, une libre ligne de pensée, parce que ces outils d'IA, en fait, derrière la réglementation de l'IA, remplit un but politique. Ce que vous dites, c'est que finalement, les Européens vont être assez passifs, assez consommateurs, et sans réellement avoir de contrôle sur cet outil, sans le maîtriser, comme on peut maîtriser des lunettes ou un marteau, finalement. C'est tout à fait ça. En fait, assez simplement, l'Européen peut se méfier de l'IA vendue comme un produit. Il faut se dire que l'IA est un produit comme un autre, et donc on va être assez passivement consommateur d'IA. Et quand on a compris que la réglementation sous couvert de protection, de droits de l'homme, de non-discrimination, ne va pas dans notre sens, on veut nous faire consommer de l'intelligence artificielle, c'est à partir de là où on doit entamer une démarche de réflexion et voir ça comme un outil, mais un outil qu'on s'approprie et où on comprend comment fonctionne l'outil. C'est-à-dire qu'il faut que on ait une démarche pédagogique, une démarche de compréhension, comprendre comment, sans rentrer dans les détails évidemment techniques, mathématiques et algorithmiques, mais comprendre, identifier les IA, comprendre et ensuite
agir et domestiquer finalement cet outil. On va y revenir. On a parlé de l'IA d'un produit comme un autre. En fait, je pense que ça va un petit peu plus loin. On va revenir sur ce qu'est une IA. Olivier Rey, justement, qui est plutôt un technophobe, qui se méfie de l'intelligence artificielle et qui développe des arguments assez forts, parle justement d'un changement d'échelle avec l'IA et des conséquences que cet outil technologique peut avoir sur nos vies. On va y revenir après une première pause musicale qui est proposée naturellement par Pierre Le Prince. Pierre, vous allez bien ? Très bien, merci beaucoup. Bonne année à vous, aux vôtres, à votre famille. Oui, à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, évidemment. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année de chronique musicale. Alors, l'IA est certes partout, même dans la musique, même si elle est douée pour imiter, il lui manque encore la faculté de créer. Elle est donc encore très loin de pouvoir remplacer, par exemple, Bess Gibbons, chanteuse du mythique groupe anglais Portishead, qui a sorti en 2024 son premier album studio depuis 20 ans, Lives Outgrown. Plutôt discrète, malgré quelques apparitions ici ou là en duo avec des artistes de renom, l'artiste livre ici un album de folk orchestral tout en puissance et en subtilité, comme si elle avait rangé une symphonie entière dans son salon pour ensuite la plier à sa guise, écrira un chroniqueur américain. Je vous propose donc d'écouter le morceau Beyond the Sun, au-delà du soleil pour les anglophobes, et vous invite bien évidemment à découvrir l'album complet qui est un de mes coups de cœur de l'année passée. Bonne écoute. If I had known where I'd begun, would I
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors nous revoilà en studio pour poursuivre cette discussion consacrée à l'intelligence artificielle, qui est finalement un énorme calculateur avec cette capacité à apprendre. On l'a dit dans l'introduction aussi, commence à faire de la prospective. Stéphane Auvage, on voit, même le commun des mortels commence à voir sur Internet ou à la télé certains effets assez spectaculaires de ce que l'intelligence artificielle propose. En médecine, on voit que des fois, des diagnostics peuvent être faits grâce à ce supercalculateur beaucoup plus rapidement qu'un médecin. Dans le transport, dans nos smartphones, etc. Tout ça, peut être alléchant, mais dans l'ensemble, ce que va nous permettre l'intelligence artificielle, pour le moment, relève plutôt de la promesse et de la prospective. C'est difficile d'imaginer complètement comment sera la vie avec une intelligence artificielle qui imprégnera la société du début de la journée jusqu'à la fin. Donc, finalement, est-ce qu'il y a des choses où on va, des plans où on va perdre et des domaines où finalement nous allons gagner? Est-ce qu'on peut commencer déjà à imaginer ce que sera un monde avec de l'intelligence artificielle partout? C'est vrai que les raisons pour maintenir des habiletés ou des capacités peuvent être d'ordre purement esthétique et purement idéologique, parce que par exemple les druides s'opposaient à la diffusion de l'écriture, car ils disaient avec raison que cela aurait engendré un affaiblissement terrible, horrible, disons, de la mémoire. Le fait de ne plus apprendre les textes par cœur, mais de faire recours à l'écriture, cela engendrait aussi des risques. Et c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle, mais même avec des technologies beaucoup plus primitives. Par exemple, le fait d'effectuer de calculations d'arithmétique élémentaire, etc., qui étaient encore à la portée de nos grands-pères. En principe, la plupart d'entre nous ne sont plus à l'aise à effectuer ces calculations par cœur ou même avec un crayon et une pièce de papier. Et là encore, si l'on veut que certaines capacités soient gardées, il faut développer un effort délibéré pour que ces capacités ne soient perdues. Mais c'est vrai aussi pour ce qui concerne le sport, par exemple, parce que tout le monde peut courir beaucoup plus vite avec une voiture, par exemple, ou avec même une bicyclette plutôt qu'à pied. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent de façon plus ou moins quotidienne pour développer leur capacité de courir. Et je ne vois pas de contradiction entre le fait d'avoir un surplus des capacités d'un autre phénotype élargi au sens de Dawkins donnait à ces termes, et en même temps de cultiver grâce même à la richesse, à la puissance et aux capacités supplémentaires que ces développements peuvent engendrer, de développer et de garder des capacités qui sont peut-être anachronistiques, comme la capacité de courir très rapidement n'est plus très importante pour la survie ou pour la richesse ou pour la sûreté du citoyen moyen. On comprend bien cette capacité mérite bien sans doute d'être protégée et d'être gardée. On comprend bien votre logique. L'intelligence artificielle, c'est un outil supplémentaire. Il n'y a pas à avoir peur de cet outil. Il faut rester nous-mêmes, se l'accaparer pour continuer à développer nos propres facultés humaines avec finalement une sorte de bonus. Dans ce même livre, donc je rappelle Artificialité intelligente de Stéphane Auvage, vous vous interrogez justement sur l'intelligence
pour le moment, vous êtes d'accord pour dire que l'intelligence artificielle, c'est la capacité à calculer, à analyser et à faire de la prospective, mais ce qui relève de l'intelligence animale et humaine, que sont les capacités sensibles et de création, pour le moment, sont étrangers à l'intelligence artificielle. Ou est-ce que déjà, selon vous, cette invention se dirige vers une forme d'intelligence telle que nous la définissons pour nous, la capacité à créer et ce rapport sensible au monde et à la nature? C'est peut-être la définition même d'intelligence qui est ambiguë. C'est-à-dire, il y a ce lieu commun selon lequel les êtres humains se distingueraient du fait qu'ils sont les choses les plus intelligentes et les plus intelligentes dans l'univers. Et cela n'est pas vrai, cela dépend de beaucoup de définitions. Et d'ailleurs, les spécifiquement humaines ne résident pas dans notre intelligence, mais dans notre histoire. Et une machine qui peut avoir un pouvoir de mathématiques ou un pouvoir de traitement des informations beaucoup plus important que celui des êtres humains ou même, disons, d'un chien ou d'un lapin, ne présentera jamais le même trait éthologique d'un système vivant, parce que ce système vivant est le produit d'une histoire évolutive, d'une histoire darwinienne. Et c'est là qui engendre des effets, des artefacts, peut-être comme la conscience, comme l'agence, comme le fait d'avoir des buts, des motivations, etc. Tout cela, à mon avis, peut très bien être implémenté sur des substrats artificiels, des substrats non biologiques, mais cela devrait être les produits d'un choix délibéré. C'est le choix, excusez-moi, Stéphane Ovage. Excusez-moi, là, vous dites, vous parlez d'un choix, là, c'est le choix transhumaniste, celui-là. Oui, mais par exemple, je crois que mon pari, c'est que la première intelligence artificielle tout à fait persuasive ne sera pas une intelligence artificielle tout à fait artificielle, au fait, mais sera le téléchargement de l'esprit de quelqu'un, ou c'est-à-dire une émulation de la personnalité de quelqu'un d'entre nous, d'un individu précis, qui deviendra de plus en plus précis, de plus en plus efficace, de plus en plus indistinguable de l'originel, jusqu'au moment où, d'un point de vue social, d'un point de vue sociologique, on les prendra pour quelque chose qui survit ou qui se met à côté de l'originel biologique. Et l'un des vrais premiers exemples de cette application de la technologie, c'est par exemple en Russie, Dzirinovsky, ils ont pris un large language model, quelque chose un peu comme la chat GPT, et ils ont téléchargé sur ces modèles tous les discours, tous les articles, toute la biographie, toutes les informations disponibles sur Dzirinovsky. Et maintenant, ce système est en mesure de maintenir une conversation avec quelqu'un, donnant des réponses qui sont en effet l'ombre de ce que les réponses de Dzirinovsky auraient pu être à l'époque où il était vivant. Et dans ces cas-là, bien sûr, même d'un point de vue des comportements, même d'un point de vue éthologique, une intelligence artificielle peut développer des comportements tout à fait semblables à ceux des êtres humains, ou pourquoi pas à ceux d'un chien, d'un dauphin, d'une mouche, ou quoi que ce soit. Fabien Lani, sur ce rapport entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, ou même sur la définition de l'intelligence, vous qui suivez d'un point de vue éthique et juridique le développement des IA, ça vous inspire une réflexion ? Alors,
Je parlais à l'autre invité, Monsieur Fabien Lani. Ce qui est intéressant, il y a une réflexion philosophique autour de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Et par simplicité, on parle d'intelligence artificielle, mais on pourrait très bien avoir un vocabulaire plus technique, emprunté aux mathématiques, qui volontiers parlent de réseau de neurones avec réponse automatisée. Donc, très simplement, la statistique qui émet des liens logiques, mais qui ne raisonnent pas. On peut que les auditeurs comprennent un petit peu. On va prendre des exemples très concrets des limites de l'intelligence artificielle au sens de l'intelligence. C'est par exemple en matière de traduction. En matière de traduction, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de produire des textes, des vidéos dans n'importe quelle langue de la planète avec une rapidité d'exécution qui dépasse celle d'un humain. Mais il n'y a pas cette intelligence contextuelle. Cette intelligence contextuelle qui repose par exemple sur la connaissance historique d'un environnement, sur l'appréhension, par exemple, quand vous avez un interlocuteur, des mimiques de son visage ou autre. Il y a tout un tas d'éléments qui sont le propre de l'humain et qui rentrent difficilement en fait dans le qualificatif d'intelligence. Donc c'est une réflexion qu'il faut avoir là-dessus. On pourrait multiplier les exemples. Des petites anecdotes à Bercy. Maintenant, ils aiment beaucoup utiliser les instruments d'intelligence artificielle pour faire les contrôles fiscaux. Bah oui, mais en fait, voilà. Sauf qu'en fait, on se rend compte que l'IA qui fait les contrôles fiscaux, c'est dans le département des petits contrôles et des petites fraudes, et dans le département des très grosses fraudes, bah il y a encore des humains, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait une fraude fiscale? Généralement, elle est nouvelle, donc il y a du temps pour qu'elle soit détectée et autres, et on a besoin du cerveau humain, du génie humain, de l'innovation humaine. C'est un petit peu que nos auditeurs comprennent, c'est l'IA ne fait que reproduire un état de la technique, ne peut pas amener une technique nouvelle. Dans le monde qui est le nôtre, un élève aurait vocation à dépasser son maître. Aujourd'hui, l'IA ne fait que reproduire un état de la technique. Je vais inviter les auditeurs éventuellement, pour les plus curieux, à aller écouter la 10e symphonie de Beethoven. Pièce de Beethoven composée intégralement par une intelligence artificielle. La plupart des mélomanes disent que c'est esthétique. Ça remplit un code esthétique. Ça reproduit l'esthétique de Beethoven. Ça reproduit les codes de Beethoven. Et il n'y a pas d'âme. C'est plat. C'est plat. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle intelligence artificielle. Il n'y a pas de capacité de raisonnement. Ça reste un outil mathématique. Et par contre, une fois qu'on a compris que l'intelligence artificielle n'est pas capable de raisonner et qu'on l'appréhende comme un outil, c'est là où on peut l'orienter. Et c'est là où on peut l'utiliser au service, au service des peuples, au service des Européens. Je reprends mon exemple du traducteur. Le traducteur qui a compris qu'il n'y allait pas avoir cette mise en perspective contextuelle, historique, peut gagner du temps, gagner en termes de productivité, et pas forcément gagner en termes de productivité au sens purement financier, parce que plus de traduction, plus d'argent. Non, dans le sens où, parce qu'il va gagner du temps sur certains points, il pourra se dégager d'autres temps pour justement mieux penser son travail. Donc, il va y avoir un certain nombre de... On reviendra, donc après on va faire une petite pause qui reste dans le thème, puisque on retrouve Raphaël Emma
donc auditeur de la promotion Frédéric Mistral, qui nous propose ses perspectives identitaires dans chaque émission. Et il s'est intéressé lui aussi à cette problématique de l'intelligence artificielle. On écoute Perspectives identitaires. La révolution industrielle, ce souffle puissant qui, dès le XVIIIe siècle, a soulevé le voile de l'ancien monde, fut bien plus qu'une transformation économique. Elle a été une révolution anthropologique, un bouleversement des conditions mêmes de l'existence humaine. Imaginez un monde où pendant des millénaires, l'homme et la nature dansent un ballet intime, où le lever et le coucher du soleil rythment les jours, où la force du vent et des rivières dictent le travail, et où les outils portent encore l'empreinte de la main qui les façonne. Ce monde a été pulvérisé par l'avènement des machines. L'homme, maître des outils simples, devint l'asservi des machines complexes. La vapeur puis l'électricité transformèrent l'énergie en puissance illimitée et les usines émergèrent comme des cathédrales modernes, symboles d'un culte nouveau. Celui de la production, de la productivité, de l'industrialisation. La révolution industrielle n'a pas seulement changé la manière de produire, mais elle a altéré la perception du temps, de l'espace, de la condition humaine elle-même. Le temps mécanique des horloges a remplacé le temps organique des saisons, arrachant les hommes aux champs pour les jeter dans les villes. Les distances, jadis immenses, se sont rétractées sous l'effet des trains et des bateaux à vapeur. La ville se creusait de modernité, synthétisait tout ça, devenant le centre de gravité d'un monde en mutation. Mais la transformation la plus profonde fut bien celle de l'identité humaine elle-même. L'homme, autrefois créateur et artisan, devint un rouage dans une immense machine économique. L'aliénation décrite par Karl Marx, cet état d'être où le travailleur est dépossédé de son œuvre, naquit dans les entrailles des premières manufactures. L'humanité, au lieu de se tenir en équilibre entre nature et culture, s'élança dans une fuite en avant vers un avenir dominé par la technique. Aujourd'hui, nous vivons un moment qui, dans ses répercussions, pourrait rivaliser tout à fait avec la révolution industrielle. L'émergence, la popularisation de l'intelligence artificielle. De la vapeur à la pensée simulée, nous assistons à un nouveau basculement qui redéfinit les frontières entre l'homme et la machine. Comme les métiers à tisser et les machines à vapeur ont transformé l'économie, l'intelligence artificielle remodèle les concepts même de travail, de créativité, d'autonomie, de prise de décision et, pour ce qui nous intéresse, d'identité. La révolution industrielle a fait du corps humain un acteur secondaire dans la production économique. L'IA risque de reléguer l'esprit humain à un rôle d'observateur. Des algorithmes capables d'apprendre, de créer, de diagnostiquer, de juger posent une question fondamentale. Qu'est-ce qui désormais définit notre humanité, notre identité ? L'homme n'est plus seulement en concurrence avec la machine, il doit coexister avec une entité capable dans son environnement direct de mimétiser son intelligence. Dans ce contexte, la question de la souveraineté numérique se pose avec une acuité nouvelle, particulièrement pour les pays européens. L'intelligence artificielle dominée par des géants technologiques situés principalement aux États-Unis et en Chine exacerbe les tensions géopolitiques. L'Europe, avec ses réglementations strictes, sa volonté de promouvoir une éthique dans le domaine de l'IA, peine à rivaliser en termes d'investissement, d'infrastructures, de vitesse. Pourtant, l'enjeu est existentiel. Il ne s'agit pas seulement de compétitivité économique, mais de garantir une indépendance technologique face à des puissances qui intègrent l'IA dans leur stratégie militaire, sociétale et économique. Mais le rôle européen est aussi celui de la mesure. Civilisation marquée par sa méfiance historique à l'égard de l'hubris, dont les mythes mettent en garde contre les tentations omnipotentes et définisantes, civilisation qui toujours a su tracer ses frontières éthiques, morales, philosophiques, plus que jamais dans cette valse d'intérêts qui caractérise la révolution de l'intelligence artificielle, l'Europe devra incarner ce rôle de sage, de médiateur. On évoquait tout à l'heure la révolution industrielle. Le parallèle entre ces deux révolutions repose sur une transformation commune, celle des limites humaines. La révolution industrielle a étendu la force physique au-delà de l'imaginable, l'intelligence artificielle étant aujourd'hui la capacité cognitive. Dans les deux cas, une nouvelle élite technologique émerge, renforçant les inégalités. Alors que les barons industriels ont dominé le 19e siècle, les géants de la technologie dirigent le 21e. La Silicon Valley est le nouvel œil du cycle. Mais si la révolution industrielle a conduit à une prise de conscience collective, marquée par des luttes ouvrières, les émergences des droits sociaux, qu'en sera-t-il de cette ère numérique ? L'humanité et l'Europe trouveront-elles les outils philosophiques, éthiques, politiques pour apprivoiser cette nouvelle révolution ? À mesure que les algorithmes façonnent nos vies, il est crucial de se souvenir de la leçon de l'industrialisation. Chaque progrès technique doit être accompagné d'une réflexion sur son impact sur la condition humaine. Ces deux révolutions nous rappellent une vérité fondamentale. L'histoire de l'homme est indissociable de celle de ses outils. Mais il est vital de se demander qui façonne qui. Il est certain que dorénavant plusieurs écoles s'affronteront. L'éternel débat entre les fascinés de la technique et ceux qui en sont sceptiques, entre les chantres du progrès et les réactionnaires. Personnellement, comme certains à l'orée de la révolution conservatrice allemande, je regarde ce monde changer devant moi. Comme jadis, les nations sont mises en mouvement par la fulgurance du progrès technique. Nous traverserons une période charnière. Nous la traversons déjà. Je regarde la technique. Je veux la dominer sans céder à la dangereuse tentation de l'admirer. Car je sais que cette admiration détruirait le sacré, le mystique, l'impalpable, remplaçant les croyances et les imaginaires par des lignes de binaire.
Au début de ce nouveau siècle, comme jadis le bruissement des usines et maintenant le murmure des serveurs, ils interrogent avec la même force nos cœurs, nos identités et donc notre humanité. Merci à Raphaël Aima pour cette perspective identitaire tout à fait remplie de sagesse et qui pose bien le débat. Alors aujourd'hui l'émission est courte, il faudra lire Artificialité intelligente de Stéphane Ovage qui évidemment rentre beaucoup plus dans le détail et de la réflexion sur ce qu'est l'intelligence artificielle et ses perspectives. Et je voulais aborder maintenant un point qui me paraît tout à fait essentiel, qui a été évoqué en milieu de chronique, c'est celui de la souveraineté, de la puissance et de la géopolitique. La Chine souhaite être leader mondial de l'intelligence artificielle en 2030. Aujourd'hui, les GAFAM qui ont été évoqués dans la chronique ont le monopole des moteurs de recherche et des serveurs. Alors, en travaillant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte qu'il restait peut-être dans cette course, cette concurrence à la puissance, puisque ça c'est Stéphane Ovage qui dit ça dans son livre, renoncer à l'IA, c'est renoncer au pouvoir et à la puissance. Donc c'est bien le plaidoyer que vous faites, monsieur Ovage, nous n'avons pas le choix, there is no alternative, il faut prendre en main l'IA pour servir la puissance de nos peuples. Je souhaitais parler de la place des supercalculateurs et des ordinateurs quantiques qui, je crois, en Europe, sont toujours un domaine où nous excellons devant les États-Unis d'Amérique et devant la Chine. Enfin, excellons, où nous continuons à avoir des supercalculateurs. Or, et nous l'avons défini au début, l'intelligence artificielle, c'est un supercalculateur. Donc quand on a la main sur les superordinateurs et les supercalculateurs, y a-t-il la possibilité pour la vieille Europe de reprendre un petit peu de pouvoir sur cette nouvelle technologie? Fabien Lani et ensuite Stéphane Ovage. Ok. Alors, c'est vrai que à ce moment, les institutions européennes, c'est-à-dire les institutions de la communauté de l'Union européenne, sont marquées par un extrémisme fondamentaliste qui dépasse même celui des États-Unis en particulier, en fonction de leur protection indirecte de l'oligopole GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Microsoft et Facebook. Et là, cette idée de réglementation, cela signifie d'un côté que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas avoir l'opportunité de faire la concurrence à un oligopole qui resterait partie intégrante du système de pouvoir occidental et en perspective mondialiste du côté. De l'autre côté, que les hackers dans leur garage ne pourront pas jouer avec ces technologies, mais surtout que la diffusion internationale de ces technologies sera limitée par cet oligopole, par des embargos, par des efforts de réglementation internationale, etc. Et bien au contraire, c'est la concurrence dans ces cas-là, une concurrence qui n'est pas tout simplement, selon le paradigme libéral, une concurrence d'ordre commercial, mais plutôt une concurrence plus fondamentale et ce qui limite les efforts de réprimer le développement technologique ayant à voir avec l'intelligence artificielle. Et par exemple, les États-Unis seraient très heureux d'interdire à niveau mondial, à niveau social, l'utilisation de ces technologies, comme d'ailleurs il avait été fait pour ce qui concerne certaines biotechnologies, ou même avant pour les armements nucléaires. Mais le problème, c'est que le génie est sorti de la bouteille et que là, il n'y a pas de monopole naturel de la sorte de système operating system. Je ne connais pas la traduction française comme Microsoft Windows, par exemple, parce que les barrières à l'entrée vont devenir de plus en plus faibles et de plus en plus faciles à surmonter.
Et en effet, j'attends les Radio Courtoisie ou l'Institut Iliade dans une période de 3 ou 4 ans au maximum. J'attends qu'ils auront leur propre intelligence artificielle entraînée sur la base de leurs valeurs, de leur base de données, de leur orientation propre et à mesure de donner un soutien important à la formation du cadre, au fonctionnement des structures et à la diffusion des idées. Et là, il faut bien s'entendre, il faut bien comprendre ce qui sont les clivages. Quand je vous écoutais dans votre présentation, dans votre introduction de cette émission, parler par exemple de M. Harari comme d'un transhumaniste. Et bien au contraire, M. Harari est parmi ceux qui ont signé la fameuse lettre adressée à l'administration Biden pour obtenir une moratoire en matière de recherche sur l'intelligence artificielle, parce que justement, ce sont les grandes sociétés internationales américaines, ce sont les centres de la politique occidentale qui craignent, qui se préoccupent de la diffusion et de du développement de ces genres de technologies et qui font leur mieux pour éviter de transformations qui pourraient le déstabiliser. On parle beaucoup d'humanité, mais là encore, il y a ceux parmi nous qui font référence au dictum de Nietzsche, après qui l'homme n'est qu'une corde tendue entre la bête et le surhomme. Et quand, par exemple, j'entendais lire la déclaration que nous venons d'écouter, et on parlait de l'effet déshumanisant de la technologie, je me demandais, mais finalement, à quel âge d'or fait-on référence là? Parce que les outils existent même avant l'illumination. Il existe une utilisation rudimentaire et embryonnaire des outils, même aujourd'hui de la part d'autres primates. Et je suis un peu là la théorie et l'approche d'Oswald Spengler ou d'Arnold Gehlen, selon qui, en effet, ce n'est que la technologie qui rend les hommes, qui ont rendu les hommes ce qu'ils sont, et ce n'est que le fait d'éviter que l'humanité s'arrête dans une version idéale qui serait peut-être celle du XVIe siècle ou même celle du début du nouveau millénaire. Et cette version idéale serait censée se cristalliser pour toujours. Et pourquoi? Finalement, les australopithèques sont descendus des arbres et ils n'ont pas trahi leur nature, mais bien au contraire, ils l'ont amené à des résultats plus importants et plus intéressants. Et c'est notre tâche de faire autant. On comprend bien la logique. Alors peut-être même qu'il y a peut-être une erreur de vocabulaire. Peut-être qu'il faut vous définir comme un surhumaniste plus qu'un transhumaniste. Parce que dans l'idée de transhumanisme, il y a quand même l'idée de quitter ce qui fait notre singularité. On a parlé de sensibilité, de création, d'intelligence humaine, alors que dans le surhumanisme, il y a l'idée de se surpasser. On va devoir passer la parole à Fabien Lani pour revenir à la question première de la géopolitique et de la concurrence de puissances entre les puissances qui peuvent être des puissances privées ou publiques. Quelle est votre réaction ? Alors, on va poser la problématique assez simplement. Romain, vous le disiez, en effet, la France, on a des supercalculateurs. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut deux choses. Il faut de la donnée, la fameuse data, et de la puissance de calcul. Et malheureusement, l'un ne fonctionne pas sans l'autre, parce que cette fameuse intelligence artificielle, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle générative. Pourquoi ? C'est comme le sportif qui s'entraînerait et qui développe des muscles, et ben plus on donne de données à son calculateur, plus son calculateur peut apporter de réponses, plus il est puissant. Aujourd'hui, on a un problème qui est géopolitique, qui est question de souveraineté, c'est où est cette donnée ?
Et pour l'instant, cette donnée, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en Chine, il y en a beaucoup en Russie. La France, on n'a pas forcément cette donnée-là. Et le problème derrière, c'est que le vice, moins on a de données, moins on a d'outils, et plus on veut faire comme tous les autres et utiliser de l'intelligence artificielle. Je vous le donne dans le mille, je reprends mon exemple sur Bercy et ses outils d'intelligence artificielle. Il n'y a aucune entreprise étrangère, il n'y a que des entreprises étrangères, tout est externalisé et on n'a aucune entreprise française qui discute. Voilà. Et ça, c'est un véritable problème qu'on peut filer, qu'on peut dérouler. C'est que comme on veut faire comme tout le monde et qu'on n'a pas les outils, plutôt que de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir des bases de données, d'avoir des outils d'intelligence artificielle européens, français, pour garder la souveraineté de nos instruments, la compétitivité, non. Si on prend le problème à l'envers, eh bien, le souci, c'est que on veut faire comme tout le monde et donc on utilise ces produits, ces outils, ces systèmes. On parle de systèmes d'intelligence artificielle, si bien que au plus haut niveau critique, on se retrouve au sommet de l'État avec des décideurs publics qui utilisent dans leur prise de décision pour gagner du temps des outils d'intelligence artificielle. Et ce qui est dangereux, c'est que quand on utilise un outil qu'on n'a pas développé soi-même, c'est ce qu'on appelle la black box. La black box, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas comment ça va répondre. On sait que ça va répondre, mais on ne sait pas comment ça va répondre. Et comme on ne l'a pas développé soi-même, l'outil peut être biaisé dès le départ, donc la réponse va nous sembler tout à fait appropriée. Et en fait, la réponse va être à côté de la plaque. Alors, je prends un tout petit exemple anecdotique que les auditeurs comprennent. C'est l'histoire de l'intelligence artificielle qui est entraînée à reconnaître des huskies. Le husky, on imagine, c'est le chien dans la neige. Donc, l'outil est entraîné avec des photos de husky dans la neige. Vous allez prendre un husky que vous mettez à la plage, et là, l'intelligence artificielle qui ne raisonne pas va avoir enregistré du bruit parasite, va avoir enregistré dans la manière dont on l'a entraîné de la neige. Du coup, il n'y a pas de neige, c'est pas un husky. Et imaginez ça maintenant au niveau d'un décideur public, au niveau par exemple du service public français et de toutes les spécificités qu'on peut avoir. Si vous n'avez pas vous-même entraîné votre outil et si vous n'avez pas donné les spécificités ou les problématiques qui sont les vôtres, vous allez avoir une réponse qui ne sera pas forcément la meilleure réponse appropriée. Donc en fait, ce qu'il faut faire à notre échelle, c'est cartographier, déjà se dire, voilà, où est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui nous fournit les outils, qui nous fournit les systèmes, et à partir de là, une fois qu'on a posé ça, on peut commencer à réfléchir comment redevenir souverain avec nos propres systèmes. Voilà, chers amis, donc évidemment nous survolons le sujet qui est extrêmement riche et profond, donc sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, son étendue actuelle, sur l'idéologie sous-jacente et les influences que cette intelligence artificielle peut avoir sur nous. J'invite tous les auditeurs qui s'intéressent à cette question, et il faut s'intéresser à lire donc cette nouveauté des éditions de la Nouvelle Librairie, Artificialité intelligente de Stéphane Ovage, mais vous pouvez aussi vous intéresser à des auteurs résolument critiques comme Olivier Rey, que nous avions reçu lors d'un colloque Iliade pour vous faire votre propre opinion. Je remercie mes deux invités qui peuvent rester pour la fin de l'émission et pour faire un clin d'œil à notre invité italien, je crois que Pierre Leprince avait un choix de musique tout particulier. Tout à fait. Pour ce second interlude, direction l'Italie avec le chanteur-compositeur Skoll. Auteur d'une quinzaine d'albums depuis 2003, ce chanteur enraciné est reconnu pour mettre en musique le destin extraordinaire de plusieurs grandes figures européennes. Dans le morceau que je vous propose d'écouter à présent, c'est la figure d'Ulysse, intelligence très humaine, s'il en est, qui est convoquée et qui commence par une première partie consacrée explicitement au temps que nous vivons, s'ouvrant ainsi. Quand nous avons commencé à tout prendre comme allant de soi, que tout nous soit dû, qu'il y ait toujours quelqu'un d'autre pour défendre ce qui vaut le plus. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de la déresponsabilisation et du désengagement, nous oublions que nous devrions défendre les choses qui ont pour nous de la valeur,
sans attendre que d'autres le fassent à notre place. Ces propos sont tirés d'une interview accordée à nos amis de Brésinfo que nous saluons chaleureusement au passage et que vous pourrez retrouver sur leur site. Nous écoutons donc Negli occhi di Ulisse, désolé pour la prononciation, à travers les yeux d'Ulysse, tiré de l'album éponyme, et je vous dis donc à dans un mois pour une nouvelle chronique. Quando abbiamo iniziato a girare nel vuoto, a dar tutto per ovvio, che ci fosse dovuto, che ci sia sempre un altro a difendere ciò che più vale. E svaghiamo lontano, senza rotte di casa, sempre altrove nel niente, nulla vale la pena, ormai siamo a distanza, tire vuote nella corrente. Ma gli uomini esistono perché altri si sveglino. L'origine suona nella danza di Omero, nella brace degli occhi di Ulisse, nella durezza del legno di un saldo timone. Ardo di voglia di patria, ardo di voglia di te, e bramando il tuo odore tra queste genti diverse, vespe pungenti e meschine, ma dopo un vivere ardito è come sognar nella luce, circondarsi di bianco, chiudendo gli occhi un solo istante, tra mari gonfi ed oscuri, e poi riaprire le palpebre con ancora in faccia il sorriso per quel dolce sogno di te. In una terra che aspetta, sei la donna che chiama, dolce tiranno che tessi quella tela infinita che hai fatto col medesimo filo che io scelsi per queste tele gonfie d'eroe. Se le lacrime di questi uomini hanno lo stesso sapore del mare, ci ricordiamo che non saranno altri a difendere ciò che più vale. E tutto mi apparve più chiaro nel destino dell'uno, nel principio integrale, nel costante ritorno, nell'amore infinito per ciò che richiama, perché non c'è spazio che tenga, non c'è parola mai data, che si infranga sull'onda, che si perda lottando nel vento, che possa tener separato ciò che nasce e che cresce in un solo destino, che è del tutto evidente, abbia occhi e cuore che vivono, e così tornerò a rinsaldare la patria e a riunire le menti. Se le lacrime di questi uomini hanno lo stesso sapore del mare, ci ricordiamo che non saranno altri a difendere ciò che rimane. Le lacrime di questi uomini hanno lo stesso sapore del mare. Ci ricordiamo che non saranno altri a difendere ciò che più vale. Je reçois maintenant Victor Aubert, donc le camarade Victor, donc vous le connaissez bien puisque ceux qui écoutent son podcast Retour au réel reconnaissent la voix du fondateur d'Academia Christiana et qui est désormais directeur de l'association culturelle d'éducation intégrale.
Et chaque année, maintenant, il y a un colloque à Paris, un congrès. Le prochain se tiendra le samedi 15 mars, rue d'Athènes à Paris, avec pour thème le pouvoir, les acteurs du pouvoir et le pouvoir de l'engagement. Victor, pourquoi ce thème, le pouvoir ? Alors bonsoir Romain, bonsoir chers auditeurs. Pourquoi ce thème ? Eh bien parce que c'est souvent un sujet crucial pour les gens qui s'intéressent aux politiques. C'est de dire que le politique commence par la prise du pouvoir. Et cette vision peut-être un petit peu maurassienne du politique, de l'engagement, nous semble devoir être remise à jour puisque le pouvoir en lui-même n'est pas forcément redéfini. Et il nous semble que le pouvoir aujourd'hui n'est pas forcément dans les assemblées, n'est pas forcément dans ces lieux traditionnels. On a bien vu lorsque les supporters de Donald Trump avaient envahi la Maison-Blanche, ils ont envahi des bureaux et des salles qui étaient vides, donc qui étaient symboliques, mais qui n'étaient pas forcément les lieux qui contenaient réellement le pouvoir. Donc nous voulons nous poser la question de savoir ce qu'est le pouvoir en 2025, comment est-ce qu'il a muté, quelles sont les différentes strates occupées par le pouvoir. Et ensuite, après avoir fait cette analyse, l'avoir confiée à différents experts, l'objet sera de se poser la question de notre engagement au service du bien commun. Comment, à travers ces différentes figures et formes qu'a pu prendre le pouvoir à travers ce premier quart de 21e siècle, nous, acteurs qui avons envie de nous engager, pouvons le faire de la manière la plus efficiente qui soit. Et donc c'est aussi d'analyser par rapport aux figures que peuvent prendre les différentes formes d'engagement dans le militantisme, l'agit-prop, les différents répertoires d'actions politiques, quels sont ceux qui sont datés, quels sont ceux qui sont obsolètes, et quels sont ceux de demain. Oui, parce que finalement, c'est presque un peu incapacitant de vouloir se battre pour un pouvoir qui n'est pas finalement véritable. Alors, je pense que Romain, on peut le voir tous les deux en tant qu'acteurs engagés de tout ce que peut susciter les élections, qu'elles soient élections présidentielles. Une maladie bien française. Voilà. Et on voit qu'il y a une forme de surenchère, de gaspillage d'énergie pendant cette période-là, qui du coup va dormir pendant le temps d'un quinquennat ou d'un septennat. Que finalement les mêmes problèmes, les mêmes sujets principaux sont évoqués à échéance de 5 ans en France. Et pendant ce temps-là, toute l'énergie qui pourrait être employée à notamment faire ce qu'on pourrait appeler du métapolitique, du culturel, à réirriguer finalement le champ social et médiatique et de la formation et de la culture, etc., n'est pas fait au profit justement d'une fascination pour ces échéances électorales. Il y a une expression que j'aime bien, que j'ai déjà citée, je crois, ici, c'est la politique commence le lendemain des élections, quand il faut défendre son foyer, éduquer ses enfants, se nourrir sainement, et sans attendre que quelqu'un finalement s'occupe de soi. Voilà, on oppose parfois le grand soir au petit matin. Hein, et justement, effectivement, c'est tous les jours, en quelque sorte, que vont avancer nos idées, vont avancer nos œuvres, et qu'on est en train d'essayer de les bâtir au quotidien. Donc c'est un petit peu ça l'idée de ce colloque, mais pas simplement d'en rester à un slogan, à une image, mais de creuser ça dans le détail pour qu'on ait des méthodologies, pour qu'on ait une vue, on pourrait dire une radiographie de l'état de nos institutions, de notre pays, du pouvoir dans la France de 2025. C'est salle Athènes Service, rue d'Athènes, donc le samedi 15 mars, avec un programme chargé. Vous pouvez aller évidemment sur le site d'Academia Christiana pour le découvrir. J'ai vu qu'un orateur et formateur régulier de l'Institut Iliade, Lionel Rondouin, faisait partie du casting. Est-ce que vous avez d'autres noms très rapidement à... Tout à fait, bien sûr. Donc dans les noms, il y aura l'abbé Raffray, Jean Gana, Julien Langella. Il y aura également Jean-Pierre Maugendre de Renaissance catholique. Et il y aura donc aussi des stands. Vous pourrez passer vraiment une bonne journée tout au long de ce congrès avec des producteurs de vin. Il y aura des artisans, il y aura des associations, des médias. Voilà, une belle et grande journée, un bon carrefour de rencontres en perspective. Le rendez-vous est donné. Victor Aubert, merci d'être passé pour l'annoncer. Donc Radio Courtoisie, tous les auditeurs, nous nous retrouvons là-bas. J'y passerai moi aussi pour vous saluer. Merci. Merci beaucoup Romain. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du Libre Journal Vive la civilisation européenne. Nous retrouvons désormais Gabriel Fouquet qui interprète les poèmes de Frédéric de Cinquiaux dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre, une chronique
où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un texte intitulé « La perte d'un père » que je dédie personnellement à mon regretté père Bernard Petitjean. Et la mort implacable vous retire soudain l'homme qui encore hier vous tenait par la main. Lui qui vous a vu naître, grandir et devenir, lui qui vous a nourri, élevé, vu fleurir. Lui qui vous a montré comment vivre en étant, quand dans vos veines ne coulait le même sang. Il était votre père, il était ce grand homme, qui forgea vos racines, repoussant le rhizome, qui vous a adopté sans peur mais sans promesse, quand la biologie n'assume pas les caresses. Et ce matin, soudain, il n'est plus ici-bas. Son âme a pactisé avec l'odieux trépas. Le monde s'est vidé brusquement cette nuit. Le royaume des morts seul s'en est réjoui. Me voilà condamné à accepter cet acte d'une cruauté raide, d'une froideur intacte. Ma douce Frédéric, je partage vos peines. Les parcs, ces redoutables cartomanciennes, sont joueuses et glaciales et ne laissent au repos l'âme qui s'enfuirait par de vieux soupiraux. Vous perdez un parent, un de vos prosaliers, celui que votre cœur rempli d'aménité a élu, a choisi, a désigné en père, il y a 27 ans, c'est-à-dire juste hier. Je vais être aussi froid que la mort et son drap, ma tendre Frédéric. L'essentiel n'est plus là. Vous êtes mon épouse, mon amante et la mère de notre enfant d'1 an d'un foyer solidaire. Appuyez-vous sur lui, car ces bases solides vous donneront du souffle dans l'atmosphère aride, qui plane sur vos jours depuis qu'il est parti. Venez vous reposer, donnez-vous du répit. Ces temps troublés ne laissent ma triste âme au repos. Les souvenirs m'assaillent, élargissant les mots qui ne s'estomperont qu'avec le sablier, l'œuvre de l'écrivain et du ménétrier. La beauté purement saura être un remède aux souffrances vécues, apportera son aide, autorisera mon cœur à se détacher des plaintes aiguës vives de l'âme abandonnée. Il n'était point mon père et je n'étais pas sa fille. Je n'avais ni son sang, ni son nom. La cédille, la lettre rapportée, l'enfant qui veut l'amour quand un géniteur aux attentes reste sourd. Je n'étais point sa fille, il n'était point mon père. Or, je suis son portrait tout craché. Solitaire, libre et indépendante, malicieuse et vaillante, voilà ce qu'il me laisse. De quoi vivre battante. Devant mon enfant, il n'y aura une larme. Mon deuil se fera, la vie sera mon arme. Vous aviez cette place, non enviable, ambiguë, d'être la fille sans lettre, ni sœur, ni bru. Votre rang est d'autant une chance qu'un drame. Sans lui, vous n'auriez été l'ombre de la femme, que j'aime, que j'adore, mais j'ai besoin de vous. Après le froid, toujours s'invitent les redoux. Frédéric, vivez votre ardente tristesse, sans oublier le feu, la vie, les jours de liesse. Vous vous réveillerez un matin, un ciel bleu lissera l'oppression de votre être. Vos yeux verront comme autrefois la beauté de la sève. Vous y vivrez de nouveau pour vérifier vos rêves. Vous ferez vivre alors par vos actes, vos gestes, le souvenir d'un père aux courbures célestes. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Hissons nos couleurs, c'est le mot d'ordre de Gabriel Fouquet qui nous propose sa boussole artistique. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, rentrez, montez sur le bateau et suivez la bonne direction donnée par Gabriel. Quoi de commun entre les pistes vertes, bleues, rouges et noires de Cham, Courches et Val d'Isère, les bannières vibrantes des arrondissements à la Sainte-Geneviève, les vitraux restaurés de Notre-Dame de Paris et les livres monochromes de Michel Pastoureau? Oh, les couleurs au cœur de l'hiver! Pendant que certains chasseront la neige sur la piste verte de la Marmotte, Étoile des Neiges et Edelweiss à fond sur le télésiège, d'autres préféreront l'hôtel de la Marine. La collection Altani consacre là-bas une exposition aux couleurs polyglottes, dites universelles. Rien de passionnant. Pour l'être, il faudrait que cette exposition développe un propos de plus de 6 jolis îlots lumineux. En revanche, les activités prévues autour d'elle enchanteront petits et grands. Visites comptées, ateliers de colorimétrie, peinture sur soie, conférences, de quoi faire comme des milliers d'autres Français qui ne fréquentent jamais autant les musées que pendant les vacances de février.
Et si vraiment l'histoire et la symbolique des couleurs vous intéressent, plongez-vous dans les brefs mais riches ouvrages de l'historien Michel Pastoureau. Après le bleu, le noir, le vert, le rouge, le jaune et le blanc, place au rose, sorti en octobre dernier. À compléter avec son autre série, consacrée, elle, à l'histoire culturelle des animaux. Parmi eux, le loup. Raquette aux pieds, le vent d'hiver de Frédéric Chopin dans les oreilles, lancez-vous donc sur sa piste. Elle vous mènera certainement jusqu'au patrie charnel de Marc Augier, alias Saint-Loup. La boucle est bouclée. Assis au coin du feu, skier, tout chousse avec lui en Laponie finlandaise. Escaladez la face nord de la montagne sans Dieu, vous arriverez au pays d'Aoste. Vous voilà donc en Italie. Et pas besoin de traverser les Alpes. Parcourez le catalogue de l'exposition Passion Renaissance. C'est au musée des Beaux-Arts de Draguignan et jusqu'au 23 mars. Sous les pinceaux des peintres romantiques, les vies de Léonard, Raphaël, Cimabue et tous les grands maîtres du XVIe italien se racontent. Drapés dans des étoffes chatoyantes, ils sont les héros du sacre du printemps, de la vie qui revient, d'un nouveau combat, seul Invictus plein les yeux. En 2025, chers amis, soyez donc des éclaireurs skieurs, soyez des corsaires. Abordez les sujets qui vous font voir rouge, faites rire, et pas seulement jaune, verdissez de rage et rosissez de bonheur, bref, lancez-vous dans le combat, hissez vos couleurs. Et si vous hésitez, regardez vers le haut, c'est rarement encombré. Merci Gabriel. Toutes les références donc des expositions, des livres à découvrir seront donc sur les réseaux sociaux de l'Institut Iliade. Nous vous donnerons les liens vers les boutiques ou les sites internet permettant d'en savoir plus et surtout de rentrer dans les secrets de cette chronique puisqu'il y a beaucoup de références cachées. Tout cela sera en ligne bientôt cette semaine sur nos réseaux. Avant de se quitter, chers amis, je souhaitais vous faire part de quelques rendez-vous où nous aurons, j'espère, le plaisir de nous retrouver, de nous saluer. C'est toujours agréable de s'entendre ou de lire vos questions envoyées au secrétariat de Radio Courtoisie. C'est toujours mieux de pouvoir se serrer la pince. Le prochain rendez-vous est tout bientôt puisque c'est le vendredi 25 janvier 2025 et il est organisé par la vénérable revue Livre Arbitre, vénérable car c'est déjà le numéro 48 qui est publié, donc avec une équipe solide, ce qui est aujourd'hui peut-être la revue littéraire de référence, qui s'est imposée contre vent et marée, tandis que les autres abandonnaient au profit de la superficialité des fois des chaînes YouTube. Livre Arbitre est resté fidèle à son objet, la littérature, à l'écriture, au style, et avec de nombreux auteurs et critiques, Frédéric Andreu, Vincent-Pierre Angouillan, François-Xavier Consoli, Xavier Aimant, le rédacteur en chef de la revue Éléments, Alexis Legaillet, Alain Pocard, Valentin Schrimmer, qui avait animé une table ronde du colloque Iliade et qui est désormais sur la radio Tocsin, que Radio Courtoisie connaît bien, l'association des lecteurs de Céline, l'édition La 11e heure ou les éditions Natania. Tout ce beau monde se réunit le vendredi 24 janvier 2025, le 24 janvier, à partir de 20h. Tout le monde se retrouve au Café Régalia, donc c'est à Convention, 1 rue de la Convention, grâce à Livre Arbitre, qui, pour ce numéro 48 donc, de décembre, qui est toujours en kiosque et que vous pouvez vous procurer en vous abonnant, bien sûr, par fidélité, est consacré à Jack London, l'écorché vif, Martin Eden étant peut-être un des romans, moi, qui m'a le plus marqué, donc je suis particulièrement heureux qu'il fasse la couverture du Livre Arbitre. Enfin, un autre rendez-vous, puisqu'il me reste à peine 1 minute, ça s'agite en régie, pour vous dire que le samedi 5 avril 2025, c'est le grand colloque annuel de l'Institut Iliade. Nous sommes quasiment un petit peu plus de 1400 à la Maison de la Chimie, rue Saint-Dominique dans le 7e. C'est aujourd'hui le plus gros rassemblement intellectuel à droite de tout ce que représente aussi Radio Courtoisie, qui sera un partenaire tout à fait important de cet événement le samedi 5 avril, pour un colloque consacré à penser le travail de demain, identité, communauté, puissance. Donc c'est un thème pas forcément évident, un peu comme celui d'aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Il faut pourtant s'y confronter, il faut penser le travail, il va évoluer, il va changer. Quelle sera
la place aussi pour les plus jeunes d'entre nous dans le monde de demain avec cette nouvelle forme de travail qui arrive. Comment nous garderons notre puissance, comment nous resterons ce que nous sommes dans ce nouveau monde. Autant de questions que vous pourrez découvrir le samedi 5 avril autour de la buvette de l'exposition. Évidemment, enfin, vous connaissez ce grand opéra européen. Voilà, nous sommes au terme de cette émission qui sera rediffusée sur Radio Courtoisie et le site de l'Institut Iliade. Merci à tous et bonne soirée. Vous venez d'entendre la seconde partie du Libre Journal du lundi soir, dirigé par Romain Petitjean, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 20 janvier 2025, de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.